Qui de l'humain ou du robot est le plus performant lorsqu'il s'agit de hacker? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. Mais avant, il est important de définir ce que c'est qu'un robot parce que je suis certain qu'il y en a pas mal qui sont en train d'imaginer Terminator lorsque je parle de robot. Selon Google, un robot est un mécanisme automatique complexe pouvant se substituer à l'homme pour effectuer certaines opérations. Ceci n'est pas la vidéo qui traite sur les IA comme je vous avais promis, mais ça vous aidera à mieux comprendre mon analyse face à la situation. L'objectif sera de comprendre pourquoi dans notre domaine nous utilisons les outils automatisés. Est-ce qu'un jour ces outils pourront nous remplacer? Comprendre leur fonctionnement, l'importance de leur utilisation et pourquoi techniquement il est impossible qu'un humain puisse effectuer les tâches qu'ils accomplissent. Savoir dans quelle situation les hommes sont plus efficaces et à la fin je vous dirai selon moi si oui ou non un robot peut remplacer un humain. Je précise encore une fois dans le domaine du hacking, ou plutôt de la cybersécurité offensive. Et pour vous démontrer cela, je vais me reposer sur un outil que j'utilise pratiquement tous les jours, un outil super important et super puissant lorsqu'il s'agit de scanner une application web pour détecter des vulnérabilités. Je parlerai évidemment de Burp Suite. Ce qui est assez impressionnant dans cette application, c'est d'abord comment elle arrive à cartographier les applications. Je vais vous laisser cet article dans la description de la vidéo pour que vous puissiez comprendre comment il arrive à naviguer, à détecter les liens dans les pages, à simuler des clics. Il y a pas mal de choses à voir et à comprendre dans sa méthode de cartographier une application web, mais nous ne sommes pas là pour ça. Ce que je vais faire, je vais prendre deux applications que je vais scanner avec Burp Suite. On va voir derrière comment s'effectuent les scans, mieux comprendre comment il arrive à détecter des vulnérabilités, pourquoi il va remonter des false positives. Les false positives, c'est lorsqu'il va vous remonter des alertes, alors qu'en réalité, il n'y a pas de vulnérabilité. Et on pourra voir aussi à quel moment il se limite. L'application dont je vais me servir, c'est ginandjuice.shop, qui est un projet de l'OWASP. C'est une application qui a pas mal de vulnérabilités. On peut légalement scanner celle-ci et les exploiter. Il s'agit ici d'un lab, donc rien d'illégal. Je le précise surtout pour le modérateur de YouTube. Avant de commencer, je vais déjà définir le scope. Le scope, en fait, ça va me permettre de dire à l'application, grosso modo, quelle est l'URL que je vise. Pour éviter justement, parce que lorsqu'on va faire des requêtes, il se peut que l'application utilise des librairies ou il se peut que l'application a des dépendances sur d'autres plateformes. Et donc forcément, lorsqu'elle essaiera d'accéder à ces dépendances, l'application aussi va scanner ces liens-là. Et c'est ce que nous ne voulons pas faire. Donc je vais spécifier mon scope. Je vais lui demander de laisser tomber toutes les autres requêtes qui n'entreraient pas dans notre scope. Et là, on peut se lancer. Je vais lui demander de faire un scan. Voici l'URL. Je vais lui demander de faire un scan en profondeur et on peut lancer. Ça va prendre un petit peu de temps. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur mon Instagram qui s'affiche maintenant. Je poste tous les jours des stories et je demande aussi vos avis pour les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Il est en cours de scan. On va voir derrière comment se passe le scan. Qu'est-ce qu'il est en train de faire exactement. Déjà là, comme je vous ai dit, on peut voir qu'il a simulé des clics. Mais ce que je m'apprête à vous montrer maintenant est assez impressionnant et vous allez comprendre pourquoi il est impossible pour un humain d'effectuer toutes les tâches qu'effectuent ces applications. Regardez en temps réel le nombre de requêtes qu'il est en train d'envoyer. C'est impressionnant. Et c'est là que je vais vous expliquer comment fonctionnent ces applications, comment ils arrivent à détecter des vulnérabilités. À chaque fois qu'il va découvrir un lien ou qu'il va découvrir une nouvelle page, il va identifier les points d'entrée. Qu'est-ce que c'est que les points d'entrée? C'est tout simplement des endroits où il va mettre son payload. Le payload, pour vous expliquer simplement, c'est juste un bout de code qui va nous permettre d'effectuer des tâches malveillantes, dites malveillantes. Mais le plus important pour nous, c'est derrière créer une réaction qui va nous permettre d'identifier une vulnérabilité sur l'application. Je vous donne un exemple. Là, par exemple, on peut identifier plusieurs variables ou plusieurs arguments dans lesquels nous pouvons injecter notre payload. Nous avons le cookie, nous avons tous ces éléments qui peuvent te représenter des points d'entrée. Et d'ailleurs, on peut voir ici que dans Session, il a entré un payload. Le voilà. Ça correspond à quoi? C'est tout simplement un payload qui va lui permettre de détecter si l'application est vulnérable au LFI. LFI de Local File Inclusion, c'est tout simplement une vulnérabilité qui, si elle est présente sur une application web, va nous permettre de lire des fichiers sur le serveur web. Lorsqu'on veut effectuer un scan de vulnérabilité sur une application web pour voir si elle est vulnérable à tel ou tel type de faille, ce qu'on doit faire, c'est pour chaque entry point, entrer notre payload, voir le résultat, l'analyser et identifier un élément qui pourrait nous permettre de déterminer que l'application est vulnérable à cette faille. Et c'est là où vous allez comprendre pourquoi
il est important d'utiliser des robots, il est important d'utiliser des outils automatisés dans notre domaine pour effectuer le scan de vulnérabilité. Parce que comme vous pouvez le voir ici, l'application a énormément d'entry points, elle a des dizaines de pages, elle a des dizaines de liens et on a des dizaines voire des centaines de vulnérabilités à identifier. Il est impossible humainement de le faire. Ça peut se faire en des mois, ça peut se faire en des semaines, mais là on a un outil qui arrive à nous le faire en quelques minutes voire quelques secondes. Depuis le début de cette vidéo, il a envoyé 27 616 requêtes. C'est juste incroyable. Imaginez si un homme devait le faire. Notre scan a été complété. Nous avons l'intégralité des requêtes qui ont été envoyées, le nombre d'erreurs et les vulnérabilités qu'il a pu identifier. Je vais les classer par criticité. Nous avons des SQLI, nous avons des XSS. Je vais aller du côté des XSS pour vous permettre de mieux comprendre ce que je vous ai expliqué à l'instant. Voici la requête avec l'entry point qui contient notre payload. Le payload, on peut le voir ici, est censé générer une alerte qui va nous permettre d'identifier que l'application est vulnérable au XSS. Comment il sait que c'est passé? C'est tout simplement en analysant la réponse. Si dans la réponse, il arrive à voir alerte entre parenthèses 1, il assume que l'application est vulnérable à cette faille. On va rechercher et voir si elle est présente. Elle est bien présente, mais ça ne prouve pas que l'application est vulnérable. Pour s'en assurer en tant qu'humain, je dois voir le pop-up apparaître. Donc ce que je vais faire, je vais demander d'ouvrir dans le navigateur. Je colle le lien. Et oui, effectivement, il a bien raison puisqu'on a un pop-up qui s'est affiché avec la valeur 1. Dans ce cas, on peut donner un point au robot puisque effectivement, la vulnérabilité qui nous a remonté existe bien. Je ne vais pas analyser tous les résultats qui nous a ressortis, mais il y a peut-être 2 ou 3 false positifs. Quand on parle de false positifs, comme je vous ai dit, c'est lorsqu'on reçoit une alerte, mais qu'en réalité, il n'y a pas de vulnérabilité. Mais pourquoi il nous remonte alors l'alerte? Vous allez comprendre. Prenons le cas de l'SQLI. On peut voir que son payload est là. Il a mis simplement ce caractère en espérant que si ça génère une erreur, il puisse nous confirmer que l'application est vulnérable au SQLI. Mais pourquoi il nous a dit que l'application est vulnérable au SQLI? Parce que tout simplement, il va rechercher des messages dans la réponse. Et pour les SQLI, le message qu'il va chercher, c'est le message error. Quand on voit dans la réponse, effectivement, nous avons un message d'erreur, mais dans ce cas, il ne s'agit pas d'une erreur SQL. Nous n'avons aucun élément qui nous permet de confirmer que l'application est vulnérable au SQLI. Et c'est pour cela que dans ces circonstances, il faut aller manuellement vérifier pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un false positif. On a vu pourquoi et dans quel cas les outils sont plus efficaces que les hommes. On a vu leur fonctionnement et comment ils arrivent à détecter des vulnérabilités. Pourquoi ils remontent des false positifs. Maintenant, voyons leurs limitations et où l'homme est beaucoup plus efficace. Pour ce dernier cas, nous avons ici une application qui est un lab de chez TryHackMe. Nous avons cette application web. On va voir les résultats que nous obtenons lorsqu'on fait un scan via Burp Suite. Ensuite, je vais passer manuellement, effectuer un scan sur le site pour voir s'il n'a pas loupé des trucs. Ce scan que j'avais fait auparavant, il m'avait pris pas mal de temps. On va aller directement voir les résultats. Ça va être vachement plus simple. Dans les résultats, on voit qu'il nous a remonté quelques vulnérabilités. Je vais lister les différents fichiers et répertoires qui existent sur cette application web en utilisant Dirb. C'est l'une des premières tâches qu'on effectue lors d'un pentest web. Je vais coller le lien, on lance. Et là déjà, ça devient intéressant. On peut voir qu'il utilise une API, donc on peut faire du pentest d'API, aller plus en profondeur. Et on voit qu'on a le répertoire Asset. Quand on regarde d'un peu plus près, on se rend compte dans Asset que les permissions n'ont pas été bien gérées et que nous pouvons accéder en lecture à ce répertoire. Un fichier nous frappe à l'œil, c'est le webapp.db, qui, je le rappelle, n'avait pas été remonté par Burp Suite. Lorsque je le télécharge, il s'agit là d'une base de données. Je peux l'ouvrir et me rendre compte qu'il y a 2 tables, session et user. Et quand je regarde du côté des données, je me rends compte que dans utilisateur, nous avons la liste des utilisateurs et les mots de passe hachés. Après, je peux essayer de craquer aussi le hash. Je vais sur CrackStation et je retrouve le mot de passe. Ça, typiquement, c'est une faille que je vais classer en tant que high ou critical selon l'impact qu'auront ces credentials, selon comment un acteur malveillant pourrait les utiliser. Mais vous voyez que dans ce cas de figure, l'outil ne nous l'avait pas remonté. Il a fallu aller manuellement pour le découvrir. Pourquoi? Effectivement,
Pour des fichiers .db, on peut quand même automatiser la tâche, on peut lui demander de nous les remonter. Mais là où l'humain prend le pas sur les outils, c'est sa capacité à faire preuve de créativité. Les outils, comme vous le savez, eux sont programmés à l'avance, notamment pour détecter des vulnérabilités. Je vous ai dit qu'ils vont se fier par rapport aux réponses qu'ils vont recevoir face à leur requête, identifier quelques mots-clés ou quelques types de réponses et selon ça nous dire s'ils découvrent une vulnérabilité ou non. L'homme, quant à lui, peut aller beaucoup plus loin, peut aller plus en profondeur, regarder là où les outils ne regarderont pas forcément, parce que toutes les données déjà ne peuvent pas être prédites. Par exemple, un nom de fichier ou un nom de répertoire qui n'est pas commun, ça typiquement les outils automatisés peuvent passer à travers. Maintenant, on en vient à la fin de la vidéo. Est-ce que je pense que les outils sont bien meilleurs que les humains quand il s'agit de hacking ou que les humains sont bien meilleurs que les outils? Je pense que ceux qui me suivent depuis un moment connaissent déjà la réponse. Je pense que ces deux entités ne se valent pas. Chacun a ses forces et ses faiblesses. D'un côté, les outils automatisés nous pourront en quelques secondes, voire quelques minutes, passer à travers une très large plage de vulnérabilité. D'un autre côté, tu as l'humain qui lui pourra faire preuve de créativité et pousser plus en profondeur les recherches. Et c'est pour cela que je pense personnellement qu'il faudra toujours associer les deux, comme je vous l'ai dit, pour avoir les meilleurs résultats. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Si cette vidéo vous a plu, comme d'hab, on hack les pouces bleus, on s'abonne, très important, on active la cloche de notification. Moi je vous dis à la vidéo prochaine, prenez soin de vous. Ciao. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back. Moving on till I get it all.